Octobre 2025, le désert de Tindibin retient son souffle avant de rugir. En quelques heures, un demi-siècle d'attente s'effondre sous le poids d'une décision. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé une cicatrice géographique en moteur d'autonomie? Au-delà des dunes, une certitude se lève. Le Sahel peut penser par lui-même. Lorsque la poussière retombe, Tindibin n'est plus un champ de bataille, mais une promesse, celle d'un continent qui découvre qu'il peut défendre sans permission. Pour Ibrahim Traoré, le combat n'est pas seulement militaire, il est cognitif. Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. De cette phrase naît la notion de souveraineté partagée, une autonomie sans isolement où chaque État devient un nœud de raison commune. Pendant des décennies, le Sahel a attendu des solutions extérieures. Cette fois, il construit les siennes. Le risque est immense. Manque de moyens, sanctions, isolement, mais le gain potentiel l'est davantage. Un changement de posture. La question qui s'impose alors, et si la dépendance n'était plus une fatalité? Car ce jour-là, dans le silence du désert, la voix de Traoré porte plus loin qu'un missile. La révélation vient d'une anomalie minuscule, un message radio intercepté et un convoi de 30 camions repérés au nord du Burkina Faso. Rien de plus qu'un mouvement dans le sable, jusqu'à ce que les données croisées montrent qu'il s'agit d'un pivot dans un demi-siècle d'impuissance. Pendant 50 ans, le Sahel a fonctionné comme un cycle de dépendance. Aide étrangère, mission temporaire, redémarrage sans mémoire. Les rapports se ressemblaient, chiffres, promesses, revers. Lorsque Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports à Ouagadougou, il ne voit pas une menace, mais une occasion de redéfinir la méthode. Il fusionne renseignement local, ingénieurs civils et unités militaires en un même circuit d'action. En 48 heures, le Burkina Faso, le Mali et le Niger synchronisent leur système de communication. Aucun conseiller étranger, aucune structure imposée, seulement une discipline collective. Là où l'on attendait l'aide, il y a autonomie. Là où l'on craignait la fragmentation, il y a coordination. Quand les images satellitaires confirment la manœuvre, les analystes comprennent que le script vient de changer. Ce n'est plus l'Afrique qui réagit à la crise, c'est le continent qui impose son rythme. Dans ce renversement, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros, mais comme un catalyseur. Son pouvoir vient de la cohérence entre ses mots et ses actes. Et c'est ainsi que la question du début trouve sa réponse. Le capitaine n'a pas changé le pays par la force, mais par la logique. Au centre du dispositif, des figures ordinaires deviennent extraordinaires. Un ingénieur de Bobo-Dioulasso raconte avoir reçu l'ordre de transformer une vieille antenne FM en station tactique en moins de 2 heures. Sans pièces de rechange, il réutilise du matériel civil et parvient à établir une liaison stable entre 2 unités frontalières. Dans le même temps, une jeune officière nigérienne fait voler des drones locaux construits avec des composants de récupération. Ces caméras infrarouges improvisées détectent un convoi ennemi avant l'aube. Premier succès du réseau unifié. Ibrahim Traoré n'intervient pas, en chef bruyant mais en chef d'orchestre. Sa doctrine tient en 2 règles. Aucune décision sans vérification, aucune action sans acteur local. Sous cette discipline, les erreurs diminuent jusqu'à disparaître pendant les premières 48 heures si. Les satellites confirment le repli de l'adversaire et les techniciens comprennent qu'ils viennent de rédiger le chapitre d'un manuel inédit, celui où chaque citoyen devient capteur de souveraineté. L'impact ne se mesure pas en territoire gagné mais en réflexe retrouvé, la confiance dans ses propres moyens, et c'est cela la leçon initiale du Sahel nouveau. Quand l'autonomie devient habitude, la dépendance cesse d'être un destin. Avant la nuit du 6 octobre 2025, Tindibin n'était qu'un point aveugle sur les cartes militaires. Après 50 ans d'attente, il devient le théâtre d'une démonstration silencieuse
Dans une tente de commandement balayée par le vent, Ibrahim Traoré observe sans mots dire les écrans qui s'illuminent. Aucune allocution, aucun slogan, seulement 3 mots dans les communications internes. Mobilité d'abord, toujours. Déclenchement. Azeroum A47. Les liaisons entre Bamako, Niamey et Ouagadougou s'allument à l'unisson. Des drones burkinabés décollent dans le calme absolu, calibrés pour la poussière et la chaleur. Les colonnes guidage terrestres se déplacent à vitesse constante, guidées par un maillage de capteurs civils. Chaque décision est vérifiée par un double signal humain et numérique. À 2h17, les premiers échos ennemis disparaissent des radars. Les batteries SR5 ouvrent le feu. La déflagration ne résonne pas comme un cri de guerre, mais comme le battement d'un cœur collectif. Apogée. Pendant 10 heures, le Sahel devient un réseau vivant. Les flux de données remplacent les ordres vocaux. La tactique se fait algorithme. Les bases adverses se désagrègent avant même de comprendre la manœuvre. L'Alliance du Sahel frappe vite, isole les flux, coupe la logistique, puis se fond à nouveau dans le désert. Les observateurs étrangers y voient une anomalie, une victoire sans conquête. Pour Ibrahim Traoré, c'est la confirmation d'une équation. La rigueur vaut mieux que la surpuissance. La bataille de Tindibine n'est pas remportée par miracle, mais par conception. Chaque trajectoire, chaque angle de tir, chaque repli avait été simulé sur des maquettes numériques. Retombé. À midi, le désert redevient silencieux. Les pertes sont minimes. Moins de 20 hommes, soit 0,7% des effectifs engagés. Les transmissions étrangères captées révèlent la panique. Ils ne suivent aucun schéma connu. C'est le brouillard de la guerre change enfin de camp. À Bamako, les analystes tracent les coordonnées sur les écrans. Les unités ennemies se dissolvent, incapables de reconstituer leur position. Le soir venu, aucun communiqué triomphal. Un soldat chuchote. « C'est fini ?» Personne ne répond, car ce jour-là, la victoire n'est pas proclamée. Elle est comprise. Tindibine devient alors un manuel non écrit, la preuve qu'un commandement africain peut vaincre sans tutelle. Mais une question nouvelle surgit, suspendue entre prudence et espoir. Et si la méthode Traoré, fondée sur la discipline et l'intelligence collective, pouvait devenir un modèle durable? C'est là une seconde question, plus profonde, la seconde dette de curiosité. La rigueur née du manque peut-elle survivre à l'abondance? Avant Tindibine, le Sahel enregistrait en moyenne 2400 incidents armés par an, éparpillés sur des milliers de kilomètres de frontières poreuses. Les convois se perdaient, les décisions mettaient des heures à circuler, et la coordination régionale tenait davantage de la bonne volonté que de la stratégie. Après Tindibine, cette ligne de base bascule. En 6 mois, les incidents chutent de près de 68%, selon les relevés conjoints du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une baisse presque inédite sur un théâtre aussi si instable. Chaque pourcentage raconte une victoire discrète, celle de la méthode sur la force. Deuxième donnée, le temps moyen de transmission d'un signal de menace passe de 12 minutes à moins de 10 secondes. Ce simple delta transforme la réaction en anticipation. Les opérateurs locaux n'attendent donc plus d'ordre d'état-major. Ils exécutent à la seconde, sur la base d'un protocole vérifié. C'est cette vitesse contrôlée qui explique la faible létalité de la bataille. Moins de 20 morts sur tout le front, 0,7% de pertes, un chiffre que les observateurs étrangers ont d'abord refusé de croire. Les vérifications croisées entre Bamako et Ouagadougou ont confirmé la précision du calcul. Troisième indicateur, la réactivation de 35% des routes commerciales régionales dans les 4 mois qui ont suivi. Les marchés de Dori, Gao et Tillabéri se sont remis à battre au rythme des échanges de miel, de coton et de bétail. Le volume des transactions transfrontalières a progressé de 22%, rendant à l'économie sa respiration. Ce n'est pas seulement une conséquence militaire, mais une mutation sociale.
La guerre cesse d'être une exception, la normalité redevient la règle. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des trophées, mais des outils. Il insiste sur un principe. Une donnée ne vaut que si elle change une habitude. Ainsi, chaque indicateur devient un pas vers une souveraineté mesurable, où la rigueur logistique remplace la dépendance symbolique. La victoire n'est donc pas une ligne sur la carte, mais une mécanique de confiance. En ramenant la marge d'erreur sous le seuil de 5%, le Sahel prouve que la discipline peut se convertir en stabilité. Le contraste avant-après n'a rien de spectaculaire. Il est structurel. Ce que Tindy Bean a fait, c'est refermer la fracture entre chiffres et réalité, entre promesses et pratiques. Et dans cette cohérence retrouvée, le continent découvre un langage nouveau, celui où les statistiques ne racontent plus la dépendance, mais la maîtrise. La question de une seconde question, plus profonde, trouve ici sa réponse. Oui, la rigueur née du manque peut survivre à l'abondance, si elle devient une culture, et non une contrainte. Depuis Tindy Bean, deux lectures s'affrontent. La première, dominante dans plusieurs capitales occidentales, décrit la victoire du Sahel comme un accident heureux, une conjoncture favorable, un adversaire affaibli, une chance impossible à reproduire. Selon cette vision, l'Alliance ne pourrait pas soutenir une logistique à long terme sans retour d'un tuteur étranger. Ces arguments reposent sur 3 points: les ressources limitées, le matériel modeste et l'absence d'un encadrement international stable. Elle conclut que l'expérience Traoré n'est qu'un feu de paille, un succès né du chaos, voué à s'éteindre. La seconde lecture, portée par les acteurs du terrain, inverse radicalement la logique. Pour eux, le manque de moyens n'a pas été un frein, mais un levier. C'est précisément la contrainte qui a produit la précision et l'absence de tutelle qui a forcé la rigueur. Le modèle Traoré repose sur un principe que les statistiques confirment. La coordination réduit mécaniquement le risque, les pertes inférieures. À 1%, la vitesse de réaction divisée par 8, la baisse de 70 incidents, autant de faits qui réfutent le hasard. À cette opposition d'interprétation, Ibrahim Traoré répond par une phrase sobre. Nous avons remplacé l'abondance par la discipline. C'est une philosophie du nécessaire, où chaque déficit devient matrice d'invention. Là où les coalitions extérieures empilent les moyens pour compenser l'incertitude, le Sahel a choisi l'inverse, réduire la complexité pour maîtriser le risque. Les sceptiques y voient un romantisme africain, mais les chiffres continuent de contredire leurs doutes. 3 États ont mutualisé plus de 70% de leurs ressources logistiques et réduit de moitié les délais d'intervention. La rigueur n'est donc pas un mythe, elle fonctionne. Ce qui semblait une exception devient un précédent. Le débat reste ouvert, mais le terrain a déjà tranché. L'efficacité du manque surpasse l'inefficacité du trop-plein. Le calme est la vraie révolution. À midi, le désert respire à nouveau, mais ce silence n'est pas celui d'une fin. C'est une pause, presque solennelle, où Ibrahim Traoré se tient debout devant les écrans encore tièdes. Aucun cri, aucune célébration. Il observe les cartes comme un instituteur relisant une copie réussie. Ses officiers n'attendent pas d'ordre. Ils traduisent la victoire en méthode. Chaque ligne du protocole devient une leçon, chaque délai une variable à réduire. Le midpoint de cette histoire n'est pas une explosion, mais un souffle, celui d'un continent qui commence à écrire sa propre syntaxe stratégique. Dans les centres de commandement, les analystes du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne regardent plus vers Paris ni Washington pour validation. Ils interprètent leurs propres données, corrigent leurs propres erreurs. La souveraineté cesse d'être un discours, elle devient une pratique mesurable. Et ce glissement, presque imperceptible, redéfinit le centre de gravité de tout le Sahel. Mais une question nouvelle s'ouvre. Là, une troisième interrogation, plus intérieure. Si le calme devient doctrine,
Comment le continent évitera-t-il que la paix retombe dans la routine? Les retombées de Tindy Bin se propagent comme des ondes dans un désert longtemps muet. Elles ne se comptent pas seulement en kilomètres sécurisés, mais en structures qui se transforment. Au niveau de l'État, au Burkina Faso, l'appareil administratif s'est réorganisé autour d'un principe inédit, la compétence avant le protocole. Des officiers, issus de régions marginalisées, participent désormais à la planification stratégique. Les délais de décision entre ministères et unités locales ont chuté de 35% grâce à des cellules mixtes réunissant enseignants, ingénieurs et soldats. Ibrahim Traoré a délégué une partie du pouvoir vers les provinces, brisant la verticalité héritée de l'époque coloniale. Résultat, la chaîne de commandement devient réseau, non pyramide. Sur le plan économique, la stabilisation du front a permis la réouverture de plus de 200 routes commerciales régionales, reliant marchés et couloirs agricoles. Le volume des échanges hebdomadaires a augmenté de 22% en 4 mois. Les taxes locales, autrefois absorbées par la corruption, sont réinvesties dans les infrastructures et les écoles techniques. L'effet Tindy Bin crée une croissance endogène, fondée non sur l'aide, mais sur la circulation. Pour la première fois depuis une génération, l'économie du Sahel respire par ses propres poumons. Sur le plan social, dans les villages frontaliers, les mères reprennent le commerce du mil et du coton, les jeunes réparent les puits, les enseignants citent Traoré comme exemple d'autonomie raisonnée. Une enquête nationale révèle que 89% des jeunes déclarent vouloir rester pour construire plutôt que partir. Le mot unité devient à la fois deuil et renaissance. Les coopératives féminines gravent les noms des soldats tombés, transformant la mémoire en ciment social. Le quotidien redevient un acte de résistance douce, celle de continuer à bâtir. Enfin, à l'échelle régionale et mondiale, à Paris et à Washington, les chancelleries s'interrogent. Comment une alliance sous sanction, sans conseillers extérieurs, a-t-elle pu orchestrer un tel succès? Les rapports confidentiels convergent. Discipline, préparation, confiance locale. À Bamako, les drapeaux du Sahel flottent désormais à côté des bannières nationales. Dans les rues, les slogans ne réclament plus d'aide. Ils proclament « L'Afrique se bat pour l'Afrique ». Ces 4 dimensions forment une seule matrice, la transformation de la dépendance en compétence. Mais une interrogation demeure, suspendue comme un fil. Si le modèle du Sahel fonctionne aujourd'hui, peut-il résister à la pression du temps, de la politique et du monde extérieur? C'est la fin de une 3e interrogation, plus intérieure, et l'ouverture implicite de la suivante. Dans le premier scénario, la consolidation s'impose. La consolidation. Si l'Alliance du Sahel maintient la rigueur acquise à Tindy Bin, alors la coordination militaire restera stable. Les infrastructures numériques continueront de s'étendre. Les académies régionales formeront la première génération d'officiers issus du cadre AES. Le taux d'incidents annuel se stabiliserait autour de 800 contre 2400 avant la bataille. L'économie rurale, soutenue par la production locale de drones et de capteurs, avancerait lentement mais sûrement. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré parvient à équilibrer autonomie et coopération, en gardant un dialogue pragmatique avec les partenaires africains et asiatiques. Dans un scénario plus favorable, l'avenir s'élargit, le précédent continental. Si les réformes civiles suivent la même discipline que les réformes militaires, alors le modèle sahélien deviendrait un cadre d'études. Les universités africaines pourraient adopter les manuels AES comme outil pédagogique. Les marchés frontaliers deviendraient zones de projet, non de tension. La doctrine des 3 mots, intelligence, mobilité, unité, s'élargirait en fédération africaine de technologies de défense et de sécurité. Le Sahel passerait du statut de région à celui de référence. Mais cet avenir suppose une vigilance constante, que le succès ne se fige pas en mythe et que la méthode reste vivante. Mais dans un scénario plus sombre, les incertitudes demeurent. La rechute. Si la fatigue politique domine, si les sanctions s'intensifient ou si les fractures internes ressurgissent, alors le cycle de dépendance pourrait renaître.
Les alliances étrangères reviendraient par le biais de l'aide conditionnelle. Les chaînes logistiques extérieures reprendraient le contrôle des flux. Dans ce cas, le Sahel risquerait de retomber dans le besoin permanent qu'il venait à peine de dépasser. Entre ces chemins, le choix est moins militaire que culturel. Tout dépend de la capacité du continent à transformer l'exploit en habitude. La question ouverte, une dernière réflexion, presque intime, se dessine. Si la victoire peut s'enseigner, alors qui en deviendra le gardien? Dans les mois qui suivent, le changement quitte les salles de commandement pour entrer dans les maisons de terre rouge. La paix retrouvée ne se proclame pas, elle s'apprend, dans la lenteur des gestes quotidiens. À Dori, une mère prépare à nouveau du mil, sans craindre le bruit des explosions. À Gao, un instituteur replace des cartes du Sahel sur les murs de sa classe. Leur victoire n'est pas spectaculaire, mais vivante. Ibrahim Traoré dit un jour à ses officiers : « Le travail est la première défense d'un peuple. » La phrase s'est imprimée dans les ateliers, mieux que sur les banderoles. Les artisans qui réparent les pompes à eau et les moteurs agricoles la répètent comme un proverbe. Pour eux, reconstruire n'est pas une conséquence de la paix, mais sa continuation. Le choc humain de Tindy Bin se mesure à cette inversion. Le quotidien redevient une forme de résistance douce. Les radios locales diffusent désormais des bulletins sur l'éducation plutôt que sur la guerre. Les marchés reprennent, les salaires circulent, la fierté aussi. L'effort collectif devient l'unité nouvelle, tissée dans les tâches ordinaires. Pour le spectateur extérieur, le message est clair. La souveraineté n'est pas un mot d'ordre, c'est une discipline à l'échelle humaine. Et pour le citoyen africain, 2 pistes d'action s'esquissent. 1. Soutenir les initiatives locales qui réutilisent de la technologie à des fins civiles. 2. Raconter ces victoires calmes, pour que la mémoire ne soit pas confisquée. Ainsi, Tindy Bin cesse d'être un lieu. Il devient une méthode à partager. Après la bataille, Ibrahim Traoré résume la doctrine en une phrase. Les mains qui construisent sont celles qui défendent vraiment. Ces mots deviennent le socle d'une feuille de route en 5 étapes, traduisant la méthode Tindy Bin en gouvernance durable. D'abord, institutionnaliser l'unité. Chaque trimestre, un conseil mixte. Sahel réunit officiers, ingénieurs et responsables civils pour mesurer la coordination militaire et humanitaire. Indicateur, temps de réponse, moyen inférieur à 5 minutes pour toute alerte régionale. Puis, industrialiser la souveraineté. Les ingénieurs burkinabés conçoivent les premiers drones civils destinés à l'agriculture et à la surveillance environnementale. Objectif : 60% d'équipements produits localement d'ici 2 ans. Ensuite, formés par la pratique, les jeunes officiers du Niger animent des ateliers d'analyse de données avec des universités africaines. Résultat attendu, réduction du délai de réaction interunité de 15 à 8 minutes. De plus, ancrer la transparence. Un portail public publie les statistiques de sécurité, les dépenses et les progrès de l'Alliance. La confiance devient mesurable, avec un taux d'adhésion populaire visé à 80%. Enfin, enseigner la doctrine. Les principes intelligence, mobilité, unité entrent dans les programmes scolaires comme valeurs citoyennes. La souveraineté n'est plus un privilège militaire, mais une compétence partagée. Ces 5 mouvements tissent la paix comme une architecture, stable, vérifiable et collective. Ainsi, la promesse de Tindy Bin se prolonge dans la pratique, et la victoire devient un plan d'action. À l'aube, le désert garde encore l'écho de Tindy Bin. Là où la poussière recouvrait tout, on distingue désormais des traces ordonnées, celles d'un peuple qui a choisi la méthode plutôt que le miracle. Ibrahim Traoré y revient en silence, non pour célébrer, mais pour vérifier que le bruit de la victoire n'a pas étouffé la raison. Dans les villages, les enfants peignent sur les murs, un lion dressé sous un soleil pâle. Au-dessous, une phrase devenue proverbe. Le lion s'est souvenu. Ce souvenir n'est pas nostalgie, c'est vigilance.
Il rappelle que la force du Sahel n'a jamais disparu, seulement dormi. Autour des feux de camp, les anciens murmurent les mêmes mots qu'au front. Nous avons arrêté le saignement avec nos mains. Ces mots ne promettent rien. Ils constatent ce que peut accomplir un peuple quand il cesse d'attendre. Et dans ce souffle collectif, la souveraineté prend un visage, celui de la patience. Où que vous soyez ce soir, écoutez, le vent du Sahel transporte autre chose qu'une victoire. Ce n'est pas un cri de triomphe, mais une invitation. Dans les villages, les tambours battent le même mot, renouveau, et chaque main qui répare. Un puits qui enseigne, qui programme un drone, prolonge le sillage de Tindy Bean. Le réveil africain ne se regarde pas, il se rejoint. Car la souveraineté n'est pas un sommet à atteindre, mais une habitude à entretenir chaque jour dans les gestes simples et la mémoire partagée. Ibrahim Traoré ne lègue pas un modèle fermé, mais un rythme, celui d'un continent qui apprend à marcher sans guide. Et ce rythme peut devenir le nôtre, où que nous soyons, si nous choisissons la rigueur plutôt que l'attente, la méthode plutôt que le miracle. Alors, si cette conviction résonne en vous, parlez-en à un ami, à vos enfants, à votre communauté. Car l'éveil n'est pas un événement, c'est une transmission.